Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui constitue notre TPE. Nous avons décidé d'aborder le thème individuel et collectif, l'axe de recherche individu et société, et plus précisément la piste de travail morale et éthique. Nous relions cela à la problématique suivante: en quoi l'utilisation des armes chimiques et biologiques est-elle immorale? Tous les éléments présents à l'intérieur de la vidéo s'organiseront autour et auront pour but d'y répondre de la manière la plus complète possible. Pour cela, et dans une première partie, nous définirons les termes d'armes chimiques et biologiques. Nous évoquerons leur fonctionnement, les effets qu'ils provoquent sur le corps humain, ainsi que quelques exemples d'utilisation précédemment réalisées au cours de l'histoire. Dans un second temps, nous aborderons la notion d'immoralité et ferons un point sur la situation actuelle de la société en ce qui concerne les armes chimiques et biologiques. Nous parlerons par exemple des interdictions mises en place et de la menace terroriste en lien. Nous finirons notre compte-rendu par une conclusion qui fera le bilan des informations apportées durant notre analyse et qui donnera une réponse à la problématique. Enfin, pour remédier à votre possible incompréhension de certains mots ou notions techniques que nous serons amenés à évoquer, nous afficherons un lexique qui fera suite à la conclusion et qui devrait éclairer de manière synthétique vos interrogations. Toutes les sources seront disponibles dans la description de la vidéo. Une arme chimique est une arme utilisant des produits chimiques, toxiques pour les êtres humains ainsi que pour la faune et la flore. Il existe trois types d'armes chimiques: les neutralisants psychiques, les neutralisants physiques et les agents létaux, considérés comme des armes de destruction massive et qui peuvent être eux-mêmes classés en 4 catégories: les agents vésicants, les agents suffocants ou asphyxiants, les agents neurotoxiques et les agents hémotoxiques. Analysons-les un par un. Tout d'abord, les neutralisants psychiques, ou psychotropes, sont des agents chimiques qui provoquent une incapacité temporaire mentale et qui persistent de plusieurs heures à plusieurs jours après exposition. Pour comprendre le fonctionnement des psychotropes, il faut d'abord comprendre brièvement du moins comment fonctionne le système nerveux central. Ce dernier est donc responsable de la coordination entre toutes les parties du corps et est composé de neurones, cellules excitables qui assurent la transmission de l'influx nerveux. Lorsque le message influx doit se déplacer d'un neurone à un autre, il va changer de nature. En effet, l'impulsion nerveuse est un message électrique qui, en arrivant au niveau d'une terminaison synapse, va se traduire en neurotransmetteur, message chimique. Ces derniers vont traverser la fente synaptique pour accéder au récepteur du neurone suivant, se traduisant en impulsion nerveuse et permettant ainsi la transmission de l'influx. De manière générale, les neutralisants psychiques agissent en se fixant sur les récepteurs à la place de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, ce qui affecte la perception de l'environnement. Ils perturbent aussi les voies de régulation du glutamate, neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le système nerveux central, en augmentant sa libération, ce qui provoque une accélération de la pensée et de la réflexion. Le LSD est un neutralisant psychique connu qui modifie certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux. Les neutralisants physiques, eux, sont des agents chimiques qui provoquent un handicap physique temporaire et qui, à l'instar des incapacitants psychiques, persistent de plusieurs heures à plusieurs jours après exposition. Ils sont généralement utilisés pour contrer les émeutes et n'ont évidemment pas pour objectif de tuer. Nous noterons par exemple la M84 Stun Grenade, arme disposant d'une charge pyrotechnique à base de magnésium et d'ammonium, chargée à l'intérieur d'un boîtier en aluminium mince et contenue dans un corps d'acier perforé. Sa charge pyrotechnique produit une déflagration subsonique, explosion dont la vitesse de propagation est inférieure à la vitesse du son et qui crée une onde de choc, tout en minimisant les effets de souffle. Initialement, le boîtier en aluminium intérieur est destiné à être consumé par le composé pyrotechnique, avec seulement les éléments visuels et auditifs de la déflagration pouvant s'échapper par les perforations du corps de fonte. Cette conception réduit au maximum le risque de dommages collatéraux dus à la flamme, l'explosion et les fragments non consumés du boîtier intérieur. Les neutralisants physiques les plus connus restent toutefois les gaz lacrymogènes, dont le principe consiste à irriter les muqueuses respiratoires et les voies lacrymales. Les agents létaux. Le dernier type sont des agents chimiques qui, contrairement aux neutralisants, ont pour objectif de provoquer la mort. Ils sont classés en 4 groupes. Tout d'abord, les agents vésicants. Ce sont des produits chimiques ayant la propriété d'irriter gravement la peau, les yeux et les muqueuses, en particulier les voies respiratoires et de manière irréversible.
Il existe par exemple le gaz moutarde, vapeur mortelle à partir de 25 mg par mètre cube pour une personne exposée durant au moins 5 minutes. En contact avec le produit, la peau subit une inflammation, les œufs sont atteints par une cécité temporaire. Le gaz s'introduit dans le système respiratoire et détruit les muqueuses. La réaction cutanée évolue en cloque au bout de 4 à 8 heures si aucun traitement n'est administré. Enfin, les poumons sont atteints par des emphysèmes et des œdèmes consécutifs à la présence de fluides qui peuvent entraîner une mort similaire à la noyade. Bien que létale, sa première fonction est toutefois d'être très fortement incapacitante. Sa création nécessite le barbotage d'éthylène sous pression dans du chlorure de soufre. Au même titre, la lévisite 2-chlorovinyldichlorisine est un liquide huileux composé organique de l'arsenic qui fait partie d'une catégorie de vésicants utilisés dans la Première Guerre mondiale et de la guerre sino-japonaise. Elle provoque des symptômes semblables à ceux de l'hypérite, qui est l'autre nom du gaz moutarde, tels que l'irritation puis la destruction de l'épiderme, les muqueuses aéro-respiratoires et digestives, ou encore brûlure de la cornée et de la face interne des paupières. Toutefois, la lévisite cicatrise moins bien et surtout apparaît très vite après l'exposition, handicapant plus rapidement les victimes. C'est un produit qui, lorsqu'il est dispersé sous forme d'aérosol ou de gaz, pénètre facilement à travers les vêtements et du caoutchouc naturel comme le latex, composant des premiers masques à gaz. Deuxième groupe, les agents suffocants et asphyxiants. Ce sont des agents chimiques qui agissent au niveau des voies respiratoires. Inhalés sous forme de gaz, ils s'attaquent à la muqueuse alvéolaire, provoquant immédiatement une douleur intense et une forte difficulté à respirer. Par la suite, ils peuvent aller jusqu'à la formation d'un œdème et d'une congestion pulmonaire qui contrarie l'hématose, entrave la circulation sanguine et retentit sur d'autres fonctions vitales pour finalement provoquer la mort. On peut traduire cela par un afflux sanguin trop important qui perturberait sa réoxygénation au niveau des poumons et qui n'alimenterait donc pas suffisamment les organes vitaux en oxygène. Un agent suffocant connu est le phosgène, composé inorganique de la famille des oxychlorures. Dans le corps humain, il peut exécuter deux actions notables. En effet, il peut soit se décomposer en acide chlorhydrique, liquide très corrosif aux émanations toxiques qui provoque des irritations cutanées, oculaires et respiratoires, soit réagir avec les protéines du corps, à travers des réactions d'acylation. Cela s'explique par la substitution ou remplacement de certains groupements présents sur les protéines riches en électrons par les deux atomes de chlore du phosgène. Les protéines deviennent alors inefficaces, ce qui conduit à la mort cellulaire avant de conduire à la mort de la victime. Troisième catégorie, les agents neurotoxiques, qui appartiennent à la famille des agents organophosphorés, dérivés des insecticides organophosphorés. Ils agissent à très faible dose en perturbant et en interrompant la transmission de l'influx nerveux de la même manière que les psychotropes, mais avec plus de virulence. Ces agents sont absorbés par la peau, le tissu conjonctif oculaire et les muqueuses. Ils causent des difficultés respiratoires, un obscurcissement de la vue, des sueurs abondantes, des vomissements, une confusion mentale, le coma et enfin la mort. Aussi appelés agents innervants, ce sont des produits chimiques incolores, inodores, sans saveur, plus ou moins visqueux, de volatilité variable, qui prennent quelques secondes à 5 minutes avant de réagir. Ce sont les plus létaux. Des agents chimiques, en effet, une fine gouttelette sur la peau suffit à tuer un homme. Le soman ou méthylfluophosphonate de pinacolil est un exemple de gaz neurotoxique qui provoque chez la victime l'ensemble des maux précédents évoqués ainsi que des convulsions qui la font sombrer dans le coma avant de la tuer par étouffement. Sa dose létale est d'environ 50 mg par mètre cube pendant 1 minute d'exposition. Enfin, dernier groupe, les agents hémotoxiques. Il s'agit d'agents chimiques qui traversent la barrière alvéolaire pour pénétrer dans le corps et bloquer l'absorption de l'oxygène dans le sang en s'attaquant aux cellules sanguines et entraînant une mort par asphyxie. Très instables, ils sont généralement considérés comme n'étant pas adaptés pour des opérations militaires de grande envergure. Nous noterons par exemple l'acide cyanhydrique, utilisé aux États-Unis comme méthode d'exécution pour la peine de mort, et précédemment utilisé par le régime nazi sous le nom de Zyklon B comme outil d'extermination de masse. Les armes chimiques se sont vues être utilisées de l'Antiquité à nos jours en s'adaptant aux différentes époques qu'elles ont traversées. Voici quelques exemples qui illustrent ce propos. À l'Antiquité, durant le conflit opposant les Assyriens aux Mèdes, entre le 9e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, les puits étaient empoisonnés à l'ergot de seigle, incapacitant psychique dont le LSD dérivait.
Cette méthode permit entre autres à la peuplade de Perse de faire chuter le puissant empire assyrien. À la Renaissance, durant la guerre de 30 ans, conflit ayant déchiré l'Europe de 1618 à 1648 et ayant causé la mort de plus de 5 millions de personnes, les impériaux se servaient de pots-puants pour combattre les féodaux. Il s'agissait de petites boîtes métalliques renfermant un gaz qui se répandait dans l'air une fois allumé. Pendant le premier conflit mondial, près d'Ypres, en Belgique, 180 tonnes de chlore sont répandues par 2 bataillons allemands sur 6 km de front. Poussé par le vent, le nuage de gaz causera la mort de 5000 soldats et en mettra 1500 hors de combat. Les Alliés contre-attaquèrent un peu plus tard avec l'emploi d'obus à l'acide cyanhydrique pour l'offensive de la Somme. À partir de 1937 et jusqu'à 1941, le Japon, gros producteur d'hypérite ou de gaz moutarde, fit usage de ces toxines contre la Chine, notamment lors de la bataille de Xiaoyang-Yichang menée en 1940, qui se solda par la mort de plus de 70 000 personnes et une légère avancée japonaise. Enfin, plus récemment, durant la guerre Iran-Irak, les forces irakiennes utilisèrent de l'hypérite, du cyanure et du tabac contre les troupes iraniennes, ce qui provoqua 10 000 blessés graves et un nombre de morts élevé inconnu. Bien, abordons maintenant les armes biologiques. Une arme biologique est une arme utilisant des organismes, germes, pathogènes ou autres, destinés à affaiblir les armées ou les populations ennemies par la propagation de maladies pouvant être mortelles ou simplement incapacitantes. Leur potentiel de nuisance est tel qu'elles ont été classées dans les armes de destruction massive. Les armes biologiques comprennent les armes bactériologiques et les armes virologiques, que nous nous efforcerons de vous décrire dans les parties suivantes. En premier lieu, parlons des armes bactériologiques, armes utilisant une ou plusieurs bactéries infectieuses pouvant être mortelles pour l'homme. Le terme bactérie, du grec bâtonnet, est apparu pour la première fois en 1838, grâce au microbiologiste allemand Christian Gottfried Ehrenberg. Il désigne certains organismes vivants microscopiques et prokaryotes, généralement unicellulaires. Autrement dit, il s'agit de manière générale d'une cellule sans noyau d'une taille pouvant varier de 0,2 à 2 micromètres. Il existe divers types de bactéries selon leurs caractéristiques physiques. Par exemple, les bacilles ont une forme de bâtonnet, tandis que les coques sont sphériques, les spirilles sont rigides et les spirochètes sont flexibles. La figure que vous pouvez voir en ce moment représente les caractéristiques minimales communes à toutes les cellules connues. Délimitée par une membrane faite de lipides, elle contient notamment de l'ADN en rouge qui supporte son information génétique. Comme la bactérie est généralement prokaryote, l'ADN n'est contenu dans aucun compartiment et est représenté par un unique chromosome. Grâce à d'énormes édifices moléculaires nommés les ribosomes, en vert, la cellule interprète l'information contenue dans l'ADN pour fabriquer des protéines, en bleu, qui sont à la base de son fonctionnement. Ces protéines, que l'on appelle enzymes, ont de multiples fonctions, telles que servir à la construction de la cellule et de l'organisme, ou encore à produire de l'énergie à partir des glucides, en bordeaux. De plus, une bactérie est un organisme asexué, qui possède un mode de reproduction dit binaire. On parle aussi de scissiparité. Le principe est qu'une cellule mère va reproduire son matériel génétique à l'identique avant de s'allonger, de se contracter et enfin de se diviser au niveau du septum, paroi transversale qui se forme lors de la division cellulaire. Pour finir, les bactéries possèdent des pili et au moins une flagelle, ce qui leur permet, en plus de se déplacer, d'injecter des enzymes et des toxines dans des cellules cibles, détruisant ainsi leur membrane plasmique avant de digérer leur cytoplasme. Dès lors, le métabolisme de la bactérie récupérera les nutriments libérés par la cellule détruite. La peste est un exemple de maladie bactérienne. En effet, son bacille se développe principalement dans le tube digestif des puces que possèdent les rats. La bactérie bloque le système digestif, incitant la puce à piquer davantage. Lors de morsures, des bacilles sont régurgitées dans la plaie, assurant ainsi la transmission de la maladie. Dans le cas où l'homme se fait piquer, le germe atteint par voie lymphatique le premier relais ganglionnaire, après une incubation de 3 à 6 jours. Là, la bactérie est provisoirement arrêtée, mais provoque le gonflement et la suppuration du ganglion, réalisant la peste bubonique. Si l'hôte ne meurt ou ne guérit pas, il s'ensuit la peste septicémique, ce qui, dans la majorité des cas, finit d'achever le porteur. Passons maintenant aux armes virologiques. Ces armes utilisent un ou plusieurs virus pouvant être mortels pour l'homme. Le virus issu du latin virus, qui signifie poison, est découvert dans la première partie du XIXe siècle.
Il s'agit d'un agent infectieux mesurant généralement entre 10 et 400 nanomètres, nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il utilise le métabolisme et ses constituants pour se répliquer. Comme on peut le voir sur le schéma, le virus est constitué au minimum d'un assemblage de protéines que l'on nomme la capside, en bleu, qui a pour fonction de protéger son information génétique, l'ADN ou l'ARN en rouge. Dans le but de se reproduire, le virus utilise sa terminaison de sa capside, formée d'autres protéines qui fonctionnent comme une seringue et qui vont injecter l'ADN dans la cellule hôte. Une fois injectée, cette dernière fabrique alors d'autres virus, généralement jusqu'à sa mort, prenant pour plan et modèle ces acides nucléiques, et réalisant ainsi le cycle lytique de réplication virale. Il n'existe aujourd'hui que 3 méthodes pour lutter contre les infections virales: la prévention, les antiviraux et le vaccin, bien qu'un seul de ces derniers permette d'éradiquer un virus sur le long terme. Les molécules antivirales agissent en perturbant un moment précis du cycle de la réplication du virus. Il peut en effet agir soit de la pénétration dans la cellule hôte, soit du début de la réplication du matériel génétique, soit de l'assemblage et de la sortie du virion formé. Cela freine ainsi l'infection et ralentit la multiplication des particules virales. Le vaccin, quant à lui, repose sur le principe d'insertion d'un corps étranger dans l'organisme, de sorte qu'il se produise une réaction immunitaire. Pour finir, la prévention peut se définir comme une attitude qui consiste à réaliser diverses actions pour éviter qu'une situation ne se dégrade. La variole, accompagnée de son virus, le Poxviridae, est un exemple de maladie virale. Sa forme classique, dite aussi variole régulière, se produit dans 85% des cas. Elle peut se concentrer sur le visage ou sur tout le corps, connaît 3 phases. Premièrement, la phase préambule dans laquelle surviennent les premiers mots tels qu'une fièvre très élevée, de grands frissons, des douleurs dorsales, des nausées ainsi que des vomissements fréquents. Deuxièmement, la phase éruptive, symbole de l'apparition des pustules, accompagnée d'une importante possibilité de trouver la mort. Dernièrement, la phase de dessiccation, au cours de laquelle on assiste à l'assèchement des pustules, à l'atténuation de la fièvre et à l'apparition de cicatrices. À la fin de ces 3 phases, il peut toujours s'en suivre des complications comme des surinfections. Tout comme nous avons pu le voir précédemment avec les armes chimiques, les armes biologiques ont été utilisées de l'Antiquité à nos jours en s'adaptant aux différentes époques qu'elles ont traversées. En voici quelques exemples qui illustrent ce propos. À l'Antiquité, au Moyen-Orient, des Hittites laissèrent volontairement dans leur village pillé des béliers contaminés par la bactérie Francisella tularensis de la tularémie pour infecter l'ennemi. Au cours du Moyen-Âge, durant le siège de Caffa, actuelle Théodosie en Crimée, une épidémie éclata chez les assaillants tartares. Pour retourner la situation à leur avantage, ces derniers catapultèrent derrière les murs de la ville des cadavres de soldats pestiférés, ce qui leur permit d'obtenir la victoire. Ce serait d'ailleurs, selon certains historiens, l'origine de la peste noire de 1347. Au XXe siècle, durant l'apartheid, le gouvernement d'Afrique du Sud mit au point un programme d'armes bactériologiques visant à contrôler la démographie de la population noire. En effet, suite à la création du projet Coast et des recherches qui ont été menées, une bactérie possédant la capacité de s'attaquer uniquement à la population noire, en se basant sur la différence de polymorphisme, aurait été déclarée opérationnelle en 1983. Peu de temps après le démantèlement du projet Coast, en 1993, du poison fut effectivement retrouvé sur des t-shirts, dans de la nourriture, sur des enveloppes, des cigarettes ou même dans du whisky. Pour commencer cette seconde partie, nous parlerons dans un premier temps des réglementations et interdictions concernant les armes chimiques. La Convention sur l'interdiction des armes chimiques, CIAC, est un traité international de désarmement qui interdit la mise au point, la fabrication, le stockage et l'usage des armes chimiques. Il est le dernier en date et celui qui sert de référence dans ce domaine aujourd'hui. C'est ce pourquoi nous ne parlerons que de lui. La Convention a été signée le 13 janvier 1993 à Paris et est entrée en vigueur le 29 avril 1997. Voici son article 1er. Obligation générale. Chaque État partie à la présente convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance, a. Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques, ou transférer directement ou indirectement d'armes chimiques à qui que ce soit. B. Employer d'armes chimiques. C. Entreprendre de préparatifs militaires, quels qu'ils soient en vue d'emploi d'armes chimiques. D. Encourager, aider ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à l'État partie
en vertu de la présente convention. 2. Chaque État partie s'engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle conformément aux dispositions de la présente convention. 3. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire de notre État partie, conformément aux dispositions de la présente convention. 4. Chaque État partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente convention. 5. Chaque État partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyen de guerre. Le fonctionnement de la CIAC, qui est généralement considéré comme un des plus grands succès en matière de désarmement, se base sur 3 principes majeurs. L'interdiction complète des armes chimiques, la destruction des arsenaux existants, et un régime de vérification des engagements pris dans le cadre de la Convention et placé sous l'égide d'une institution indépendante, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ou OIAC. L'Union européenne soutient financièrement l'OIAC dans le cadre de la stratégie européenne de 2003 sur la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. La Convention est unique en son genre, car il s'agit du premier traité multilatéral qui interdit toute une catégorie d'armes de destruction massive. Il s'agit en outre du premier traité de désarmement négocié dans un cadre entièrement multilatéral, ce qui ouvre la voie à une plus grande transparence et à une égalité d'application à tous les États parties. La Convention a également été négociée avec la participation active de l'industrie chimique du monde entier, garantissant ainsi la participation continue de cette dernière au régime de vérification de l'industrie établi par la Convention sur les armes chimiques. La Convention prévoit l'inspection des installations de l'industrie afin de garantir que les produits chimiques toxiques servent uniquement à des fins non interdites par la Convention. La communauté internationale a réussi à mettre au point un traité qui permet à la fois de vérifier la destruction des armes chimiques à l'échelle mondiale et de garantir la non-prolifération de ces armes et des produits chimiques toxiques entrant dans leur fabrication. Par ailleurs, la Convention favorise la coopération internationale entre les États parties dans l'utilisation pacifique de la chimie et prévoit une assistance et une protection destinées aux États parties menacés ou attaqués par des armes chimiques. En ce qui concerne les armes biologiques, la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, CABT, appelée officiellement Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction, fait office de référence en la matière. Voici son article 1er. Chaque État partie à la présente Convention s'engage à ne jamais et en aucune circonstance mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d'une manière ou d'une autre, ni conserver 1. Des agents microbiologiques ou d'autres agents biologiques ainsi que des toxines, quelle qu'en soit l'origine ou le mode de production, de type et en quantité qui ne soient pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d'autres fins pacifiques. 2. Des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou de toxines à des fins hostiles dans des conflits armés. L'écriture du CABT résulte des insuffisances du protocole de Genève du 17 juin 1925 et la volonté d'interdire non seulement l'emploi mais aussi la fabrication et le stockage des armes bactériologiques. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention dans l'espoir qu'elle recueille le plus grand nombre d'adhésions possible. Cette convention est limitée aux armes biologiques. La CABT a été ouverte à la signature le 10 avril 1972 et est entrée en vigueur le 26 mars 1975 après que 22 États ont déposé leur instrument de ratification. Elle compte actuellement 162 États parties qui se sont engagés à ne pas développer, produire, stocker ou utiliser des armes biologiques. Cependant, l'efficacité de la Convention reste limitée, étant donné qu'elle ne prévoit aucun régime de vérification du respect de ces dispositions en raison de l'opposition des États-Unis. À la date du 24 septembre 2013, sur un total de 197 États possibles, les 193 membres des Nations Unies ainsi que le sigle Cook, NU, Saint-Siège et l'État de Palestine, la CABT compte 162 États parties qui ont ratifié la Convention ou qui y ont accédé. Taïwan a également ratifié le traité, mais n'étant pas reconnu par l'ONU, il n'en est État partie de la Convention qu'à titre officieux. Dans cette partie, on parlera des utilisations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide est un tournant décisif. Les États-Unis et les forces de l'OTAN, d'une part, l'URSS et ses satellites du pacte de Varsovie de l'autre, rivalisent dans la recherche et la production massive d'armements chimiques de plus en plus sophistiqués et efficaces. Entre 1963 et 1968, l'Égypte utilise de l'hypérite au Yémen, les États-Unis de la dioxine au Vietnam.
En 1973, pendant la guerre de Kippour, les Israéliens interceptent divers matériels soviétiques révélant les capacités nouvelles de l'URSS à mener une guerre chimique. Cette orientation sera confirmée lors de la guerre d'Afghanistan entre 1979 et 1983, offrant aux Russes un champ d'expérimentation de nouveaux produits chimiques difficilement décélables. De 1975 à 1983, le Vietnam utilise une grande quantité de toxiques et toxines contre les rebelles laotiens et surtout au Cambodge. De 1982 à 1988, l'Irak utilisera des armes chimiques en diverses occasions. En effet, il utilise d'une part le cyanure et le tabac contre les troupes iraniennes, qui subissent de lourdes pertes. L'affaire Halabja, 1988, simple opération de maintien de l'ordre, conduira à la mort de 5000 manifestants pendant la guerre du Golfe en 1990. Considérée comme un événement majeur de l'histoire de la guerre chimique, elle constitue le point culminant de la menace qui a fait peser sur la communauté internationale l'arsenal chimique dont disposait alors Saddam Hussein, mettant l'Irak au troisième rang mondial avec près de 50 000 obus et bombes à hypérite, au sarin et sarin cyclohexylique. De même, contre les Kurdes et chiites du Sud, il ne fait plus aucun doute que tabac et hypérite ont été utilisés massivement, faisant des milliers de morts. De décembre 87 à décembre 90, les États-Unis, après 19 ans d'interruption, reprennent la production d'armes chimiques entièrement linéarisées pour rattraper leur retard face aux soviétiques. Depuis le CIAC, en janvier 1993, les utilisations militaires sont principalement des accidents. En 1968, par exemple, aux États-Unis, un chasseur fantôme partant de la base de Dugway, Utah, pulvérise par erreur du VX, 6000 moutons furent tués. En 1969, en Belgique, une fuite de 1 ou 2 barils d'hypérite au large des côtes tua phoques et poissons. Quelques pêcheurs et enfants furent brûlés. 1972, à Fort Greely, en Alaska, 50 rennes sont tuées par du sarin. 200 cartouches ont été entreposées sur le lac gelé en 1966, englouties lors de la fonte. En 1979, près de Hambourg, en Allemagne, un enfant est tué par du tabac, stock de cartouches. 1990. En Libye, dans le désert de Tarhouna, à 65 km de Tripoli, l'usine Rabta, considérée comme la plus importante usine d'armes chimiques du monde, est détruite à la suite d'un incendie mystérieux. Mais ce ne sont pas que des accidents. En 2007, des attentats chimiques à base de chlore sont perpétrés sur les territoires irakiens contre la population. Le 21 août 2013, l'ONU confirme l'usage de sarin dans la banlieue de Damas en Syrie. 26 avril 2017. Attaque chimique en Syrie. Jean-Marc Ayrault fera une déclaration à ce propos à l'issue du Conseil de défense. Le deuxième risque est terroriste. En 1995, une attaque de terroristes au sarin dans le métro de Tokyo fait 8 morts. Évoqué par Manuel Valls lorsqu'il était ministre, voici un extrait de son intervention. Ce qui est nouveau, ce sont les modes opératoires. Les façons de frapper, de tuer évoluent sans cesse. L'imagination macabre des donneurs d'ordre est sans limite. Fusils d'assaut, décapitations, bombes humaines, armes blanches ou tout à la fois, perpétrés par des individus ou des commandos, cette fois-ci particulièrement organisés. Et il ne faut aujourd'hui rien exclure, nous l'évoquions hier, et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent, mais nous le savons et nous l'avons à l'esprit, il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. Jusqu'à présent, ces armes chimiques n'ont pas été utilisées en Europe et Daesh a été accusé de s'en être servi en Syrie. D'après le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'État islamique a utilisé des gaz toxiques durant son attaque en août contre Maria. Il s'agissait en l'occurrence de gaz moutarde facile à fabriquer selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC. Pour les armes biologiques, voici les utilisations militaires depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1952, pendant la guerre de Corée, les Américains ont été accusés d'avoir répandu le choléra et les insectes infectés de la peste. Cette accusation a été formellement démentie depuis. On allait ensuite reparler des agents biologiques au cours des années 1970 avec l'assassinat de 2 exilés bulgares, Markov et Kostov, tués en 1978 par des projectiles imprégnés de ricine tirés depuis un parapluie. En avril et mai 1979, une épidémie inhabituelle de charbon pulmonaire survint à Sverdlovsk, en URSS, après l'explosion d'un bâtiment militaire. L'origine exacte de cette épidémie, longtemps niée par les autorités soviétiques, a été reconnue en 1992 par le président Eltsine.
En 1981, le rapport Haig dénonce l'utilisation par les soviétiques et leurs alliés de mycotoxines, les pluies jaunes, pendant les campagnes du Laos, du Cambodge et d'Afghanistan. Enfin, le dernier exemple en date du risque biologique au cours d'opérations militaires est fourni par la guerre du Golfe en 1991-1992. D'après un rapport du département de la défense américaine, les Irakiens ont avoué avoir fabriqué 90 000 litres de toxines botuliques, 8 300 litres de charbon et des quantités significatives d'aflatoxine. Ils ont reconnu également avoir produit environ 200 têtes de missiles et de bombes aériennes contenant ces agents répartis sur différents sites. Ils ont admis avoir fait des recherches sur les mycotoxines et d'autres agents infectieux ou toxines, dont la ricine. Passons maintenant aux exemples de bioterrorisme. De 1968 à 1972, l'organisation d'extrême droite américaine Minuteman projette de libérer un virus sur des terminaux d'aéroports. Le virus est cultivé et mis au point par le dirigeant de l'organisation, Robert de Pug, par ailleurs CEO de la Biolab Corporation dans le Maryland. Le projet est déjoué de justesse par les autorités. 1972. L'Ordre du Soleil Levant, groupuscule néo-nazi, est démantelé à Chicago. Il projetait de contaminer des réserves en eau de la ville avec plusieurs litres de bacilles de la typhoïde. En 1984, dans la petite ville de The Dalles, en Oregon, les disciples de Bhagwan Sri Rajneesh ont tenté de contrôler les élections locales en infectant des bars à salade avec des salmonelles. Environ 900 personnes en sont tombées malades. Cet événement est considéré comme le premier cas de bioterrorisme perpétré aux États-Unis. Avril 1990. La secte Aum Shinrikyo équipe 3 véhicules pour répandre de la toxine au botulinum. Le premier entre dans Tokyo, répandant le produit et se dirige vers le Parlement japonais. Un autre véhicule devait se diriger vers la ville de Yokohama et la base navale américaine de Yokosuka. Le troisième fut utilisé dans la zone de l'aéroport international de Narita. L'attaque fut un semi-échec. En 1992, la secte japonaise Aum Shinrikyo, la même, profitant d'une épidémie, tente en vain de se procurer le virus Ebola en Zaïre lors d'une mission humanitaire menée par le gourou en personne avec 40 autres membres de la secte. En septembre et octobre 2001, des enveloppes contaminées aux bacilles de charbon font 4 morts aux États-Unis. Le 5 octobre, le photographe américain Robert Stevens fut la première victime connue du bioterrorisme. La ricine avait aussi été adressée au département des transports en octobre, puis à la Maison-Blanche en novembre 2003. Des lettres signées d'un certain Ange Déchu qui réclamait un changement dans la réglementation sur les horaires de travail des routiers américains. En ce qui concerne l'avancée de la destruction des stocks, chaque État partie qui détient des armes chimiques et des installations de production d'armes chimiques signataires du CIAC s'est engagé à les déclarer et à les détruire en respectant un calendrier fixé par la Convention. De plus, chaque État partie qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire de notre État s'engage également à les détruire. Le calendrier initial fixé est le suivant. Il comporte 4 phases, chacune correspondant à un pourcentage de réduction exigé et à une échéance. La phase 1 exige 1% de réduction avant avril 2000. La phase 2 en exige 20% avant avril 2002. La phase 3, 45% avant avril 2004. Et la phase 4 demande que les stocks soient complètement détruits avant avril 2007. Une procédure de demande d'extension de la date butoir existe et a été utilisée par tous les pays ayant déclaré des stocks. Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé un sondage composé de 4 questions posées aux élèves de notre classe. Par la suite, nous avons relevé les réponses les plus fréquentes pour montrer l'avis moyen qu'une population a sur le sujet. Voici la première. Selon vous, la définition qui décrit le mieux l'immoralité est: après l'inévitable quelque chose qui n'est pas moral, l'idée qui se dégage est que l'immoralité est ce que notre société décrit comme inacceptable et qui a besoin d'être interdit. Seconde question, quels faits concrets sont immoraux? Ici, les réponses ont été très variées et on ne citera donc que quelques exemples. Le meurtre, la torture, le viol, la guerre et la violence en général. Troisième question, pour vous, la guerre est? La plupart des élèves interrogés ont répondu immoral. Pour eux, rien ne justifie la violence. Il existe une solution pacifique à toutes les situations. Mais d'autres ont répondu moral, car pour eux parfois, pour conserver la liberté, la violence est nécessaire. Pour finir, certaines armes sont-elles plus immorales que d'autres? Il est ressorti que les élèves considèrent les armes de destruction massive comme immorales, donc chimiques, biologiques ainsi que nucléaires. Mais de manière générale, les armes faisant souffrir plus que nécessaire, comme les munitions à shrapnel ou le napalm. Grâce à ce sondage et aux recherches personnelles effectuées sur le sujet, nous avons pu définir l'immoralité comme un ensemble de procédés
allant à l'encontre des règles de bonne conduite établies volontairement ou non par la société. C'est toutefois une notion subjective qui comprend des exemples différents selon les personnes. Elle est donc amenée à changer selon les points de vue. L'arme chimique reste associée à des souffrances inacceptables. Il y a une dimension psychologique très forte. Les armes chimiques sont associées à une mort douloureuse, à l'étouffement et à la détresse respiratoire. Elle est aussi considérée comme une arme non discriminante qui touche les civils comme les militaires. Un obus vise en principe une position, alors que quand on reprend des centaines de litres de gaz, ce n'est pas une frappe chirurgicale. Pour Emmanuel Goffi, officier de l'armée de l'air et enseignant en droit international, l'arme chimique cause des souffrances inutiles et disproportionnées par rapport aux avantages attendus. Dans une guerre, s'il doit y avoir des victimes, le but est de faire en sorte que les gens meurent sans souffrance à justifier. Les armes qui sont interdites sont d'ailleurs des armes qui créent des souffrances inutiles comme les mines antipersonnelles ou les sous-munitions noctiles. Mais ce n'est pas tout. Les raisons pour lesquelles les armes chimiques et biologiques sont immorales sont nombreuses. Les voici. Parce que, sauf le gaz sarin qui est très efficace, la plupart tuent relativement peu mais infligent des souffrances et des blessures atroces. Parce qu'il est difficile de détecter leur provenance et de démasquer leurs utilisateurs. Parce qu'elles sont incontrôlables une fois déployées. Parce qu'elles sont inodores, incolores et indétectables avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on ne peut pas les fuir. Parce qu'elles se répandent bien au-delà de la zone de combat. Parce qu'elles ne visent pas une cible précise. Parce qu'il est impossible de se battre contre elles. Car elles sont faciles à fabriquer. Parce qu'elles sont faciles à fabriquer et à utiliser. Parce qu'elles sont illégales depuis près d'un siècle. Oui, la guerre a ses limites. Hitler a utilisé des gaz mortels pour exterminer les juifs, qu'il ne considérait pas comme humains, dans les camps de la mort. En revanche, contre les Alliés, pour lesquels il avait de meilleures considérations, il refusa d'utiliser son stock d'armes chimiques pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été témoin de ravages du gaz moutarde durant la Première. Pour résumer, les armes chimiques peuvent être regroupées en 3 classes. On parlera donc de neutralisants psychiques, qui provoquent une incapacité temporaire mentale, de neutralisants physiques, qui provoquent un handicap physique, et d'agents létaux, eux-mêmes divisés en plusieurs catégories. Les armes biologiques, quant à elles, sont divisées en 2 catégories. Les armes bactériologiques, qui sont des armes utilisant des organismes, germes, pathogènes ou autres, et des armes virologiques, utilisant un ou plusieurs virus pouvant être mortels pour l'homme. Ces armes sont considérées comme immorales car elles offrent une mort lente, douloureuse et implacable. De plus, on ne peut pas les maîtriser. Elles sont donc interdites, respectivement par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et par la Convention sur l'interdiction des armes biologiques, qui oblige entre autres la destruction des stocks acquis par le passé par le pays signataire. Aujourd'hui, la menace d'utilisation de telles armes est principalement terroriste, bien qu'on trouve quelques exemples d'utilisation militaire.